Alors, bonjour à tous, bonjour Maurice. Bonjour. Alors, on est très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Donc, je rappelle que tu es journaliste, spécialiste de la situation politique en Amérique latine. Alors aujourd'hui, on va parler du coup d'État électoral et des dessous des élections truquées de novembre-décembre qui ont eu lieu au Honduras et qui constituent un véritable cas d'école d'ingérence de l'impérialisme états-unien en Amérique latine. Mais avant cela, je vous incite vraiment à lire tes articles, donc les articles de Maurice Lemoine sur le site Mémoire des luttes, qu'on trouve passionnants et qui sont une véritable mine d'informations sur l'Amérique latine. En plus, ils sont très bien écrits et ça se lit comme des romans. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller les lire. Et d'ailleurs, parfois, quand on les lit, on a l'impression que la réalité dépasse la fiction. Ouais, mais elle dépasse la fiction. Tant les complots menés par les États-Unis pour essayer de déstabiliser ces pays et renverser les pouvoirs progressistes sont assez rocambolesques. Et d'ailleurs, il t'arrive d'écrire aussi des romans qui sont largement inspirés des situations en fait, politiques qui sont pas plus délirants que la réalité. C'est ça. Et donc, je cite notamment un livre que j'ai amené aujourd'hui, donc Tout est bien qui finit mal. Ouais. Et puis Juanito Lavermine, roi du Venezuela. C'est ça. Que tu as écrit assez récemment, je crois, c'était en 2010. Oui, il y a 2 ans, je crois. Voilà quoi. Oui, il y a 3 ans. Voilà, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Et donc, de manière générale, tes articles donnent à voir la férocité de l'impérialisme états-unien et de ses appuis locaux pour renverser tout pouvoir un tant soit peu progressiste au mépris des règles élémentaires de la démocratie dont il se part pourtant en permanence. Et donc j'en profite pour signaler la réédition apparaître prochainement de ton livre Venezuela, chronique d'une déstabilisation. Donc voilà, qui n'est plus disponible mais qui devrait sortir bientôt. Bientôt, réactualisé. D'accord, t'as pas la date encore Non. Ok, alors, donc c'est parti sur la question de ce fameux coup d'État électoral au Honduras. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la situation au Honduras depuis 10-20 ans, on va dire, pour savoir ce qui s'est passé, quel pouvoir était en place jusqu'à il y a quelques semaines. Et puis après, on viendra sur ce qui s'est passé. D'accord, sur une période de 10-20 ans, donc j'ai 3 minutes. Non, alors le cas du Honduras, c'est un cas intéressant parce que pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que on peut parler effectivement d'un coup d'État électoral. Donc dans coup d'État électoral, il y a coup d'État. Et qu'il est passé complètement inaperçu. Manifestement, tout le monde s'en fout. Alors bon, le Honduras, d'accord, c'est un petit pays, mais un coup d'État, c'est un coup d'État. Évidemment, c'est tombé en même temps, puisque ça se passe fin novembre 2025, en même temps que la crise au Venezuela, provoquée par les États-Unis, avec le dénouement qu'on connaît. Mais j'hésite pas à dire que même s'il n'y avait pas eu cette crise au Venezuela, ça serait passé complètement inaperçu. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que le Honduras, c'est un modèle, c'est un laboratoire, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et là, effectivement, on revient sur notre histoire de 20 ans. Le Honduras, ça a été presque le premier coup d'État soft, hein, la nouvelle mode des coups d'État dans lequel on peut se renverser un gouvernement tout en donnant l'impression que ce n'est pas un coup d'État, mais alors que c'est un coup d'État. Ça s'est passé en 2009. Je dis presque le premier parce qu'il y en a eu un autre. Il y en a eu 2 autres, en fait, en réalité. En Haïti, lorsque Jean-Bertrand Aristide a été renversé. Alors, la dernière fois, on va se méfier des dates parce que je ne me souviens plus très bien, mais je crois que c'était 2004 la dernière fois. Et j'évoque le deuxième coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide en Haïti parce que ça a été presque un précurseur de ce qui s'est passé le 3 janvier dernier 2026 au Venezuela. Jean-Bertrand Aristide, il est kidnappé, il est mis dans un avion de l'armée française et il est expédié en Afrique. Alors c'est pas tout à fait l'histoire de Maduro, hein, qui est kidnappé, qui est expédié dans une prison aux États-Unis, mais je veux dire, choper un président, le mettre dans un avion et le virer, la première fois, ça a été Jean-Bertrand Aristide. La deuxième fois, c'est Manuel Zelaya au Honduras. Manuel Zelaya au Honduras, alors Manuel Zelaya,
c'est pas un progressiste au sens classique du terme, c'est pas un marxiste, c'est pas non, il vient du Parti libéral, qui est un parti, on va dire, de centre droit, enfin qui est un des deux grands partis traditionnels au Honduras. Il appartient à l'aile gauche du Parti libéral et il prend le pouvoir pour mener une politique réformiste. Tout à fait raisonnable, mais en même temps assez significative. Hein. Par exemple, il remet en cause le monopole des entreprises pharmaceutiques et il achète des médicaments génériques à Cuba. Il remet en cause le monopole de certaines entreprises sur l'essence et il se tourne vers Hugo Chavez au Venezuela. Il remet en cause un certain nombre de vaches sacrées. Il fait de son pays, le Honduras, un pays membre de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, donc qui a été créée par Hugo Chavez et Fidel Castro, donc c'est l'aile la plus progressiste de l'Amérique latine. Et évidemment, il indispose fortement les États-Unis. Il indispose d'autant plus les États-Unis que le Honduras est le pays qui possède la base militaire états-unienne la plus importante d'Amérique centrale, la base de Palmero. Et c'est pas non plus complètement étranger à ce qui vient de se passer dans le coup d'État électoral. Et donc Manuel Zelaya va être renversé, purement et simplement. Il va être renversé par son parti, le parti d'où il vient, le parti libéral, avec le parti conservateur et l'aide des États-Unis. Mais ça va se passer d'une manière tellement astucieuse que, y compris nos grands médias de gauche, comme Libération, si je peux me permettre une plaisanterie, va titrer Manuel Zelaya le putsch au crime. C'est-à-dire que le responsable, c'est lui. Bon. Comment ça se passe? Ça se passe tout bêtement. Je vais dire, Manuel Zelaya, il est arrêté par l'armée. L'armée le met dans un avion. L'avion part pour le Costa Rica. Entre parenthèses, il fait une escale sur la base états-unienne de Palmerola, qui ne voit rien, qui ne voit pas passer. Alors facile, hein. Vous arrivez sur une base militaire américaine, états-unienne, personne ne dit rien, personne ne voit rien, on n'est pas au courant. Essayez, si vous avez, pendant vos vacances, vous ne savez pas quoi faire, rentrez sur une base états-unienne. Ça ne doit pas être très surveillé. Voilà, et il est expédié au Costa Rica, et les militaires honduriens remettent immédiatement le pouvoir aux civils. De sorte qu'il n'y a pas coup d'État. Hein, c'est un président qui a violé la Constitution, parce que, alors le vrai prétexte qui a été utilisé, c'est qu'il voulait réformer la Constitution. Et dans la Constitution hondurienne, il y a un article qui dit qu'on n'a pas le droit de réformer la Constitution. Donc il voulait organiser un référendum pour demander aux Honduriens est-ce que vous êtes d'accord pour réformer la Constitution. Et ça a été considéré comme anticonstitutionnel, et donc il a été renversé, et donc Libération a titré Manuel Zelaya, le putsch au crime. Là-dessus, on a 12 ans, de politique néolibérale, le retour des politiques néolibérales. Lui, il est resté combien de temps au pouvoir? Il est resté 2 ans, parce qu'il n'a pas fini à peu près 2 ans. Il n'a pas fini son mandat. Il n'a pas vraiment eu le temps de mettre en place des réformes progressistes. Ah si, il y a eu des réformes. Si, précisément, à ce que j'évoquais, c'était mis en place. Hein. Les médicaments génériques cubains, l'essence vénézuélienne. Non, il y a eu des programmes, y compris avec le Venezuela, la mission... je ne me souviens plus le nom pour soigner. Enfin bref. Non, il y avait des réformes. Donc il va vivre une partie du temps au Nicaragua, puis il va revenir au terme de tout un processus. Mais la droite revient au pouvoir. Et on va avoir 12 ans, et sur les 12 ans qui vont suivre, on va avoir pendant 8 ans un président qui s'appelle Juan Orlando Hernández. J-O-H, comme disent les Honduriens, qui va appliquer une politique néolibérale qui va être appuyée par les États-Unis, par Trump, par Biden, qui va serrer la main de tous les hiérarques aux États-Unis, le chef de la CIA, le chef de la Drug Enforcement Administration, qui sont les stupes américains, le chef du Southern Command, la commandement sud. On a des photos de tous, de Juan Orlando Hernández avec les gens qui l'appuient. Et puis, le Honduras devient un pays qui est complètement bouffé par le narcotrafic. Tout le monde le sait. Le frère de Juan Orlando Hernández est condamné aux États-Unis, je crois que c'est à 25 ans de prison pour narcotrafic. Le fils de Porfirio Lobo, le premier président qui a suivi la chute de Manuel Zelaya,
est condamné aux États-Unis pour narcotrafic. Et Juan Orlando Hernández, le président, est désigné par beaucoup de spécialistes comme un membre des cartels qui permettent l'utilisation du Honduras. Mais manifestement, ça ne gêne absolument personne. Sauf que Joe Biden arrive au pouvoir, après le premier mandat de Donald Trump, et il sait qu'il va être attaqué par Trump sur le thème de la migration massive. Et c'est vrai que du fait de cette politique de Juan Orlando Hernández, avec une insécurité phénoménale, il y a des centaines de milliers de Hondurias qui sont partis vers les États-Unis. Migration massive, y compris avec ces grands phénomènes où les gens partent ensemble pour des raisons de sécurité, pour ne pas se retrouver isolés, en particulier quand ils traversent le Mexique. Et donc, il y a une marche qui regroupe 7000 personnes qui marchent ensemble sur les routes. On a des photos stupéfiantes et étonnantes. Et Joe Biden se rend compte qu'il va être attaqué par Trump sur le thème de l'immigration. Et donc, il décide, d'une manière plus intelligente que ne l'a fait Trump, et qu'il l'a fait ensuite depuis qu'il est revenu au pouvoir, que si on veut éviter des migrations massives, il faut qu'il y ait une situation à peu près normale dans les pays d'Amérique centrale. Et donc, il ordonne que pour l'élection de 2021, il ne doit pas y avoir de fraude. Parce que, évidemment, j'ai oublié de mentionner que 2013-2017, il y a fraude. Et non seulement il y a fraude, mais en plus, Juan Orlando Hernández n'a pas le droit de se représente et gagne. Et là, Biden dit, 2021, pas de fraude. Pas question. Et évidemment, la gauche gagne. La gauche gagne. Alors la gauche, qui est la gauche? C'est les forces qui ont appuyé Manuel Zelaya quand il était au pouvoir, qui d'abord ont créé un Front national de résistance populaire, qui a résisté sous quasiment la dictature, et qui est devenu ensuite le parti Liberté et Refondation, Liberté et Refondation, qui est dirigé par Manuel Zelaya, et qui en 2013 a présenté Xiomara Castro, l'épouse de Manuel Zelaya, qui a été victime d'une fraude. On y reviendra parce que j'étais là-bas à ce moment-là. Et là, donc, c'est Xiomara Castro qui, en 2021, l'emporte. Et donc, le Honduras revient à son point de départ avec un gouvernement qui n'est pas un gouvernement révolutionnaire, mais qui est un gouvernement progressiste. Et effectivement, pendant le mandat de Xiomara Castro, j'y suis allé en mai dernier, on a quoi là? Mais oui, en mai 2025, avec des réformes, une différence évidente. Fait fondamental, lorsque Juan Orlando Hernández perd l'élection, parce qu'il ne sert plus à rien, parce que Biden a décidé qu'il fallait faire une élection démocratique, il est réclamé en extradition par les États-Unis. Il est extradé. Il est condamné à 45 ans de prison pour narcotrafic. Je dis ça parce que vous êtes tous au courant, j'en suis sûr, même si vous ne lisez plus Libération. Juan Orlando Hernández, condamné à 45 ans de prison pour narcotrafic aux États-Unis, a été libéré par Donald Trump dès qu'il est revenu au pouvoir. En 2021, Xiomara Castro arrive au pouvoir. Et alors, qu'est-ce qu'elle met en place? Quelle réforme elle fait? Non, elle met en place une politique réformiste très, très pragmatique. D'abord parce qu'elle connaît la situation du pays. Elle a toujours les États-Unis sur le dos. Mais elle va mener une politique, par exemple, quand je dis pragmatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va se tourner vers le secteur privé, en lui disant, écoutez, on travaille ensemble. Et donc on a intérêt à développer le pays. Et donc par exemple, elle va faire un travail assez intéressant sur le terrain agricole, à la fois en octroyant des terres, mais dans des conditions difficiles, parce qu'il y avait des grands propriétaires terriens qui sont des rapaces avec des... Enfin, je ne sais pas si les rapaces ont des griffes. Oui, si les rapaces ont des griffes. Donc épaisses comme ça, avec des institutions qui sont des institutions corrompues. Je veux dire, il y a eu 12 ans et 7 mois de narcodictature. C'est la terminologie qui est employée au Honduras par les partisans de la gauche, du centre-gauche. Donc avec une très grande difficulté pour octroyer des terres aux paysans sans terre, parce que l'Institut national des terres est corrompu, parce que le cadastre n'existe pas, enfin je veux dire pour plein de raisons. Donc on peut estimer les résultats modestes, mais en même temps ils sont réels. Mais ils sont réels et donc ils vont gêner ce qu'on appelle l'oligarchie, ces 13 familles au Honduras, qui possèdent tout. C'est-à-dire, et y compris, alors je trouve que j'ai rencontré Manuel Zelaya donc en mai, j'ai rencontré celle qui a été la candidate de Libre
qui a été spolié dans les élections Rixi Moncada, et tous disent, la seule chose qu'on a, c'est la présidence. Tout le reste, c'est toujours dans les mains de l'opposition, l'économie, la Cour suprême de justice, et y compris jusqu'au Congrès. Libre n'a pas la majorité. Donc il lui a fallu négocier dans ce contexte difficile. Bon, mais il y a eu des avancées, y compris, moi je suis allé dans les campagnes, et les gens manifestement disaient c'est la première fois que le gouvernement s'occupe de nous. Voilà. Mais c'était encore trop. Et donc arrivent les élections de 2025. Donc là, aux élections de 2025, Xiomara Castro ne pouvait pas se représenter pour le parti Libre. Non, précisément parce que la Constitution interdit de se représenter et qu'elle respecte la Constitution alors que Juan Orlando Hernández ne l'a pas fait. C'est tout le Honduras. Elle respecte la Constitution. Elle va passer la main à Rixi Moncada, qui a été ministre du Travail sous Manuel Zelaya dans le tout premier mandat, qui a dirigé l'Institut d'électricité du Honduras, qui est partie en exil parce qu'elle a été pourchassée, poursuivie pendant la dictature, après le coup d'État, qui est revenue, qui a été ministre de Rixi Moncada. Lorsque je l'ai rencontrée, elle était ministre de la Défense, qui donc se présente pour Libre. Mais dès le mois de mai, lorsque je rencontre Manuel Zelaya, lui me dit ils vont tout faire pour empêcher l'élection. Ce qui peut paraître surprenant, parce qu'on se dit après tout, une élection, c'est pour la droite, si elle peut battre la gauche, et alors je me dis pourquoi est-ce qu'on empêcherait l'élection? Et ils m'expliquent tous, enfin pas tous, mais un certain nombre, qu'en fait, il faut empêcher la gauche de se cristalliser au pouvoir. C'est-à-dire, en fait, Rixi Moncada est plus radical que Xiomara Castro. Il y a l'expérience déjà de Xiomara Castro qui a été positive, et que donc ça va accélérer le processus de changement. Et la droite a besoin de davantage de temps pour se réorganiser parce qu'elle a été quand même pulvérisée par l'arrestation et la déportation et la condamnation de Juan Orlando Hernández. Donc elle n'est pas... bon. Donc voilà, les thèses c'est ça. Et donc on va arriver à l'élection, Emmanuel Zelaya en mai me dit ils vont tout faire pour l'empêcher. Alors ils ne l'ont pas empêché, mais ils l'ont trafiqué. Ils ont essayé de l'empêcher déjà parce que ils ont notamment au comité électoral, ils ont mal préparé l'élection. Alors, si on rentre dans le détail, j'ai peur que ce soit un peu long, que ce soit un peu confus, parce que quand j'ai pas de fiche, je suis confus. Mais ça a été on l'a vu venir, ça a été gros comme ça. C'est pour ça qu'il y a un véritable scandale, que personne n'ait rien dit, que ça soit passé complètement inaperçu. Enfin, bref. Je vais essayer de résumer tous les mécanismes qui ont été mis en œuvre. Le premier mécanisme, ça intervient entre autres au moment des primaires. Il y a des primaires dans tous les partis. Et les primaires donnent lieu, alors d'abord, arrivent en tête les trois candidats principaux dans leurs primaires respectives, Xiomara Castro à gauche pour Libre, Salvador Nasralla pour le Parti libéral, qui est le parti... Pour Libre, c'est Rixi Moncada. Rixi Moncada, ouais. Et puis pour le Parti national, l'ancien maire de Tegucigalpa, qui a été poursuivi plusieurs fois pour corruption, Nasri Asfra. Il se trouve que ça se passe très mal parce que les bulletins de vote arrivent en retard, les urnes arrivent en retard, c'est la pagaille absolument totale. Et dans la réglementation honduras, c'est l'armée qui est chargée d'assurer la logistique. Bon. Et il se trouve que l'armée, elle a changé. L'armée, elle a participé au coup d'État contre Manuel Zelaya. Mais évidemment, c'est plus la même génération. Ça s'est passé en 2009, on est en 2021, 2022, 2023. Et il semblerait que les chefs de l'armée actuels sont loyaux au système démocratique et donc appuient la légalité. Et donc, le foutoir des primaires va être utilisé par l'opposition pour dire, regardez, l'armée est incapable de faire son travail, l'armée est en train de saboter les élections avec le parti Libre, bon, alors qu'en réalité, c'est le Conseil national électoral qui a très mal organisé les choses, les bulletins de vote sont arrivés en retard. Mais on a déjà une première manœuvre qui met en cause Libre et l'armée, en disant ils vont trafiquer l'élection. Point très important, à ce moment-là, le représentant au Honduras de l'Union européenne, qui s'appelle Gonzalo Fournier, fait et cause pour le Conseil national électoral et dénonce les pressions du pouvoir sur le Conseil national électoral. Le représentant de l'Union européenne va avoir un rôle extrêmement important. Enfin, il va participer, il va être partie prenante dans la conspiration,
avec un autre personnage à un degré moindre, mais quand même très présent, j'en parlais tout à l'heure, qui est l'ambassadeur de France. Parce que, évidemment, c'est Trump qu'il va falloir mettre en cause, mais il y a eu des aides. Et l'ambassadeur de France, qui s'appelle Cédric Prieto, a de la même manière conspiré dans ce coup d'État. Bon, bref, dès la primaire, déjà, ça commence mal. Et puis ensuite, vous allez avoir toutes les polémiques qui vont tourner autour d'un truc qui s'appelle le TREP, qui est le système de transmission préliminaire des données. Bon. Qui est un truc pour scanner les résultats, pour les transmettre, et qui est préliminaire, qui ne sont pas les résultats officiels, mais qui sont les premiers résultats qu'on annonce le soir de l'élection, et qui donnent la tendance. Ça a évidemment un rôle extrêmement important, parce que si le TREP annonce un vainqueur provisoire, et puis que le résultat final donne un autre vainqueur, on peut parler de fraude. On dit, ouais, mais attendez, le TREP disait ça, et puis c'est Rixi Moncada qui gagne, il y a eu une fraude. Voilà. Donc voilà, c'est très important. Et très vite, on va se rendre compte qu'il y a une tentative de manipulation du TREP. Alors, évidemment, on est dans un pays un peu particulier, c'est que le Conseil national électoral, c'est pas une institution neutre. Ça a donné lieu au Congrès à une négociation entre les trois partis dominants. Le Libre, Parti libéral, Parti national. Et chacun a un représentant au Conseil national électoral. Les trois membres principaux du Conseil national électoral, c'est un représentant de Libre, Marlon Ochoa, du Parti libéral, Ana Paula Hall, et du Parti national, Cosette Lopez. Bon. Donc ça veut dire qu'ils sont à 2 contre 1, la droite contre le conseiller de gauche. C'est un truc politisé. Bon. Et évidemment, va se passer ce qu'on pouvait imaginer, c'est que les deux conseillers du CNE de droite vont se liguer contre le de gauche, et c'est eux qui vont organiser le traficotage de l'élection. En particulier, le Conseil national électoral va essayer d'introduire une présence humaine dans les résultats du TREP. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de mettre quelqu'un qui va examiner les résultats du TREP et dire ça, là, c'est bizarre, donc on met de côté. Ce qui éventuellement permettrait sur les bulletins donnant trop de voix à Rixi Moncada de les mettre à l'écart et de ne pas les avoir dans le comptage immédiatement. Voyez, bon. Tout de suite. Alors ça, c'est dénoncé par le membre de Libre au Conseil national électoral, Marlon Ochoa, qui est à l'intérieur et qui dit « attendez, il y a un problème ». Ça, ils vont réussir à l'empêcher. Et puis vous allez avoir ensuite toute une conspiration, alors déjà sur le thème Libre, Rixi Moncada et Xiomara Castro vont truquer les élections. Et puis il va y avoir évidemment, parce que maintenant c'est universel, il y a des écoutes téléphoniques dans les situations troublées. Et on va avoir des écoutes téléphoniques dans lesquelles on entend très clairement la présidente du Conseil national électoral, Cosette Lopez, qui négocie avec des tiers pour trafiquer le TREP. Alors par exemple, qui demande à un technicien informatique, est-ce qu'on ne pourrait pas, dans certaines zones du pays, bloquer Internet en prétendant un problème climatique, et y compris, on entend Cosette Lopez se plaindre qu'on ne lui offre pas assez d'argent, parce qu'avec l'équivalent de 280 000 euros, tu ne peux même plus acheter une baraque de merde. Je veux dire, on les a. Bon. Alors, évidemment, je ne suis pas sûr que c'est obtenu légalement, tout ça, mais ça existe. Donc on sait qu'ils sont en train de trafiquer l'élection. Et là, vous avez encore Gonzalo Fournier, le représentant de l'Union européenne, qui intervient en disant, évidemment, alors c'est le pouvoir qui est en situation défensive. Hein, ça se passe, c'est la gauche qui est au pouvoir, et sous son nez, on est en train de trafiquer l'élection. Et donc, il y a un moment, le ministère public s'empare de l'affaire et dit, on va mener une enquête sur les 2 conseillères du Conseil national électoral. Et là, vous avez le représentant de l'Union européenne qui dénonce quasiment une dictature du pouvoir contre le Conseil national électoral. Bon. C'est important, parce que Gonzalo Fournier, c'est lui qui va organiser la mission d'observateur de l'Union européenne. Bon. Je m'arrête juste, j'espère que je ne suis pas trop fouillis. Je m'arrête juste un instant sur les observateurs de l'Union européenne. J'étais au Honduras en 2013, lors de l'élection que perd Xiomara Castro face à Juan Orlando Hernández. J'étais au sein du Conseil national électoral le soir de l'élection et de partout remontent des plaintes.
Des gens qui viennent me voir, j'avais un badge, on avait un badge de journaliste, et les gens viennent me voir en me disant, écoutez, moi je viens de là-bas, il y a eu une fraude monumentale, on a les preuves, hein, et là, je viens de là, c'est pas possible. Et il y avait la représentante de l'Union européenne, qui était une verte, autrichienne, j'ai oublié le prénom, Ulrich, et je vais la voir, je lui dis, mais attendez, vous avez vu, il y a des plaintes de partout, là, vous dites rien, vous dites rien, il y a de partout. Et elle me répond, le Honduras ne peut pas se permettre une nouvelle crise. Libre aura d'autres occasions de gagner. C'est-à-dire que l'Union européenne, en 2013, elle cautionne une fraude électorale. Et en plus, elle me le dit publiquement. Et il y a un des membres de la mission de l'Union européenne qui, au moment de remonter dans l'avion, organise une conférence de presse et dénonce que tout ce qu'ils ont inscrit, dit, n'a pas été pris en compte. Bon. On est en 2025, on retrouve les mêmes phénomènes. L'Union européenne et l'ambassadeur de France est cul et chemise avec Gonzalo Fournier. Et puis il va y avoir l'élément déterminant. Et donc on le sait, parce qu'il y a un essai, comme dans toutes les élections, 15 jours avant, il y a un essai du fameux TREP. Donc ils ont fait un test de ce système, voilà, ils font un test, scannent les résultats et ils les ne envoient. traitent que 36% des résultats. Et il y a tout un... Et puis il va y avoir le coup de maître, la carte. La carte fatale, c'est Donald Trump. Donald Trump, je crois que c'est 2 jours ou 3 jours avant l'élection, qui annonce pour que tout aille bien entre les États-Unis et le Honduras, il faut que le candidat du Parti national, Nasri Asfoura, mon candidat, gagne. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, il rajoute un jour après, parce que si Nasri Asfoura ne gagne pas, il y aura des représailles. Et à ce moment-là, tu as des dizaines de milliers de Honduriens qui reçoivent sur leur téléphone portable un MMS sur si Nasri Asfoura ne gagne pas l'élection, les remessas, c'est-à-dire les envois d'argent des émigrés honduriens aux États-Unis, n'arriveront pas en décembre. Or, les remessas, c'est 27% du produit intérieur brut. C'est 2 millions de familles qui reçoivent de l'argent de leurs proches qui sont aux États-Unis. Et ça fait basculer l'élection, évidemment. Et donc, on va avoir, lorsque les résultats arrivent, on a 2 candidats qui sont coude à coude. Nasri Asfoura du Parti national, Salvador Nasrallah du Parti libéral, avec 40% des voix chacun. Ils ont quelques milliers de voix d'écart. Et puis Rixi Moncada, contre toute évidence, elle se retrouve avec 19%. Ce qui, honnêtement, ça n'a pas de sens. Bon. Tout le débat va ensuite se concentrer sur Nasrallah Asfoura. Le candidat de Trump, c'est Nasrallah, c'est lui qui va être déclaré vainqueur. Bon. Nasrallah conteste. Alors Nasrallah, c'est pas un enfant de cœur. Hein. C'est un opportuniste de première. Il a appuyé Libre, et puis après, il a créé un parti, le parti Salvador du Honduras. Et puis, il est revenu avec Libre. Et puis, il est parti au Parti libéral. Bon, c'est un opportuniste de première, mais peu importe. D'après le membre du Conseil national électoral de Libre, c'est Nasrallah qui a gagné l'élection. Bon. C'est Nasri Asfoura, qui est actuellement président du Honduras, contre toute évidence. Enfin, je veux dire, voilà. Tout ça, ça passe comme une lettre à la poste, mais en même temps, c'est un précédent. C'est un précédent. On est dans une période extrêmement compliquée pour les gauches latino-américaines. Ce qu'il faut retenir de ça, souvenez-vous, juillet 2024, Nicolás Maduro gagne l'élection au Venezuela. L'opposition, qui a organisé son propre comptage, conteste l'élection en prétendant qu'elle a gagné. Le tribunal suprême de justice enquête sur les résultats à ses techniciens et déclare finalement Nicolás Maduro vainqueur. Vous avez l'ensemble de ce qu'on appelle la communauté internationale, Union européenne, États-Unis, qui demande au gouvernement vénézuélien de montrer des procès-verbaux. On veut être sûr que... Et le gouvernement vénézuélien dit, écoutez, on a nos institutions, on n'a pas demandé à Biden de montrer ses procès-verbaux au terme de la polémique avec Trump en 2020, on n'a pas demandé à Lula les procès-verbaux en 2024, lorsque Bolsonaro a tenté un coup d'État. Je ne sais pas pourquoi nous, alors qu'on a nos institutions, on montrerait les procès-verbaux.
Et du coup, ça a un scandale international, et on déclare que Nicolás Maduro n'est pas un président légitime. Qui a réclamé les procès-verbaux au Honduras? Libre et réclame l'ouverture des urnes et un recomptage des urnes. Personne n'a bougé. Personne n'a bougé. Pas plus d'ailleurs que les présidents Lula, le brésilien, ou Gustavo Petro, colombien, qui réclamaient les résultats à Nicolás Maduro. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est dans un clair deux poids et mesures. Et on a le même phénomène en Équateur. Il y a eu en 2025 en Équateur une élection sur laquelle il y a suspicion de fraude. Moi, je ne peux pas garantir qu'il y a eu fraude, mais il y a une forte suspicion. Il y a un truc très bizarre. Hein, l'Équateur, au premier tour, il y a deux candidats qui arrivent au coude à coude, qui sont Daniel Noboa, le fils de la famille la plus riche du pays, productrice de bananes, exportatrice de bananes, qui est au pouvoir. Et puis il y a Luisa González pour le parti Révolution citoyenne de l'ex-président Rafael Correa. Le pays, c'est un désastre total. Hein, c'est devenu la forteresse centrale, le hub central du narcotrafic. C'est pas le Venezuela, hein, entre parenthèses. Enfin, tout le monde le sait, ça, pour le coup. Mais c'est une situation catastrophique. Premier tour, Daniel Noboa, Luisa González arrivent au coude à coude, tous les deux avec 40%, 40, tous les petits partis, et en particulier Pachakutik, qui est le parti indigène, qui est un parti qui socialement a un poids, se tourne vers Luisa González, vers la gauche. C'est-à-dire que statistiquement, c'est elle qui va l'emporter. On arrive au deuxième tour. Daniel Noboa augmente ses votes de 1 200 000 voix. Luisa González reste au même stade. Et y compris, elle perd des voix dans des villes où elle a gagné le premier tour. Il y a suspicion de fraude. Alors, une fraude qui serait très sophistiquée, mais là, pour le coup, je ne vais pas rentrer dans le détail, puisqu'il n'y a pas, pour le moment, il n'y a pas. La Révolution citoyenne demande un recomptage des votes. C'est refusé. Daniel Noboa est réélu. Et au sein de la communauté internationale, il n'y a pas une voix qui s'élève en disant « nous appuyons libre pour qu'il y ait un recomptage des voix, pour qu'on produise des procès-verbaux ». Bon, voilà, voilà le contexte. Et actuellement, le président colombien Gustavo Petro, le président, est en train d'avertir, de dénoncer qu'il pourrait bien y avoir une fraude lors de la prochaine élection. En Colombie. Où le candidat en tête de tous les sondages est le candidat du pacte historique, Ivan Cepeda, qui est un type brillant, qui est un vrai type de gauche, pour le coup. Et c'est le président qui avertit, attention, ils sont en train d'organiser quelque chose. Voilà. Et on va dire en gros que ça ne fait pas scandale, tout ça. Hein. C'est deux poids, deux mesures. On est tous un peu fâchés avec Trump. Mais franchement, ce qu'il fait en Amérique latine, alors je ne parle même pas de l'asphyxie de Cuba et de ce qui s'est passé évidemment au Venezuela avec la prise d'otage, hein, parce que c'est une prise d'otage. Il y a actuellement aux États-Unis, ça pour le coup tout le monde le sait, un gouvernement, un impérialisme mafieux. Je dis bien mafieux parce que Trump l'a annoncé. Je veux dire, on veut s'emparer du pétrole. Il l'a dit, on veut s'emparer du pétrole au Venezuela. Il ne parle pas de démocratie. Hein. Bon. Donc c'est un impérialisme mafieux. Je ne sais pas si c'est une nouvelle phase de l'impérialisme. Vous qui êtes marxiste... Fascisant, quoi. Ouais, je vous invite à réfléchir là-dessus. Mais là c'est une mafia, en réalité. Trump est le chef d'une mafia. Il prend en otage le président d'un pays pour s'emparer des richesses. Et il avertit la vice-présidente, qui prend le relais, courageusement, si tu n'obéis pas, on refait une opération armée. Si Delcy Rodriguez, c'est la vice-présidente, n'obéit pas, elle va subir un sort pire que celui de Maduro. Alors c'est dit publiquement. Si je prends l'opinion publique, l'opinion médiatique, c'est, oui, Trump a un peu exagéré quand même en menant son opération au Venezuela, mais quand même on ne peut pas défendre Maduro. Voilà, on en est là. Oui, on n'en parle plus beaucoup, il n'y a pas beaucoup de manifestations, de protestations de la part des partis en non, France. Non. Alors en plus, ça s'insère évidemment dans un contexte politique en France qui est un contexte en totale déliquescence. Le seul leader, dirigeant politique qui s'est prononcé ouvertement, enfin, je veux dire d'ampleur nationale, hein, c'est Jean-Luc Mélenchon,
Peu importe si vous êtes partisan ou pas de la France insoumise. Mais vous voyez la campagne à laquelle est soumise la France insoumise en ce moment depuis l'affaire de Lyon, c'est un truc absolument extravagant. Bon, voilà. Si en plus Mélenchon ou les dirigeants de la France insoumise, Bompard, Coquerel, etc., se mettent à parler du Venezuela, déjà qu'ils sont antisémites, déjà qu'ils sont hors de l'arc républicain, déjà qu'ils sont antifascistes criminels, en plus, s'ils sont pro Maduro, ils sont morts, quoi. Enfin, ils sont morts, ils sont pas morts, mais c'est le contexte. C'est le contexte. Et vous, même si vous avez des petites formations, vous connaissez très bien la configuration dans laquelle on est. Donc, on est juste un peu inquiet pour le Groenland. On se demande ce que Trump va faire avec l'Iran. Mais sur l'Amérique latine, il fait ce qu'il veut. Bon. Alors, avec... très honnêtement, s'il fallait répondre à la question, par exemple, que va-t-il se passer au Venezuela, c'est le brouillard. C'est le brouillard. Parce qu'en réalité, ce qui se passe au Venezuela, c'est une occupation sans occupation. Bon, les États-Unis se sont très bien rendus compte que s'ils mettaient des troupes au sol au Venezuela, comme ils l'ont fait en Irak, en Afghanistan, ils vont avoir le même résultat. J'ai vu passer des commentaires disant « Oui, mais alors d'accord, les Vénézuéliens, malgré leur rodomontade, finalement, les Américains ont fait ce qu'ils voulaient. Ils sont... » je veux dire, non, vous pouvez vous défendre si vous avez des troupes au sol. Là, c'est une opération qui a duré 3 heures. On a enlevé le président, terminé. Et puis le blocus. Hein, la fameuse flotte qui était présente face aux côtes du Venezuela depuis le mois d'août, avec le porte-avions le plus puissant du monde, le Gerald Ford, qui en ce moment est dirigé vers l'Iran, avec 8 destroyers, avec un sous-marin à propulsion nucléaire, elle est toujours là. Elle est toujours là. Et donc les États-Unis ne laissent sortir que les pétroliers auxquels ils donnent l'autorisation. Si demain, Delcy Rodriguez, ou le gouvernement vénézuélien au sens large, est trop rétif, il suffit de bloquer. Hein. Il n'y a plus rien qui sort, il n'y a plus d'argent qui rentre. Et les Vénézuéliens se retrouvent dans la situation de Cuba. Dans la même situation. Ils crèvent de faim. Donc le pouvoir vénézuélien actuel fait le dos rond, négocie, fait des pas en arrière, c'est évident. Hein, bon. Et puis, et en même temps, je veux dire, maintien, l'appareil d'État a tenu, il n'y a pas de défection, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de... Non, tout le monde est là, tout le monde est à son poste. Le ministre de l'Intérieur, il a 15 millions de dollars de récompense sur la tête. Hein. Le ministre de la Défense, Patrino Lopez, il a 15 millions. Diosdado Cabello, le ministre de l'Intérieur, je crois que c'est 25 millions. Le ministre de la Défense, 15 millions. Ils sont à leur poste. Mais ça veut dire que demain, les États-Unis peuvent reprendre leur opération. Bon. Y compris sans trop et après, qu'est-ce qui se passe? C'est le chaos, donc voilà, on a un pouvoir qui dit, on assume nos risques. Parce qu'ils auraient pu, après tout, imaginons, on va faire des hypothèses là, hein, on va discussion de café du commerce. Non, je le dis réellement, parce que... Mais, intervention américaine, sans mort. Hein. Trump vient de dire, lors du... Comment ça s'appelle, le grand truc, le discours sur l'état de l'Union, il vient de lâcher sans faire gaffe, parce qu'il parlait un peu comme moi, là, ça partait dans tous les sens, et il a dit au Venezuela, ça a été très dur, on a failli échouer. C'est la première fois. Et parce qu'il y a eu toute une thèse sur les Vénézuéliens ne se sont pas défendus, donc il y a eu trahison. Non, manifestement, ça n'a pas été si simple que ça. Mais à ce moment-là, Delcy Rodriguez, elle a raconté. Hein. Elle a raconté, elle a dit dès qu'il y a eu les bombardements, ils m'ont appelé parce que je suis vice-présidente, et ils m'ont dit, vous avez 15 minutes. Vous avez 15 minutes pour vous rendre. Sinon, on continue. Parce qu'il lui avait annoncé que Maduro et son épouse Cilia Flores étaient morts. Et puis ensuite, ils ont su que Maduro avait été enlevé, qu'il n'était pas mort. Bon. Et Delcy Rodriguez l'a dit, la menace, elle est permanente. Voilà. Et elle n'est pas permanente uniquement sur les dirigeants, elle est permanente sur le pays. Et à ce moment-là, je veux dire, les Delcy Rodriguez, le ministre de l'Intérieur, ils auraient pu choisir un exil doré. Ils auraient pu abandonner le navire en disant on se tire. Non, ils sont restés. Hein. Ils sont restés. Il faut leur rendre cet hommage, parce qu'il y a toute une campagne sur
Oui, mais enfin, finalement, ils sont soumis. Ben oui. Le Venezuela, en ce moment, c'est un protectorat des États-Unis. Voilà, point. On en est là. Le responsable, c'est pas la victime. Hein. Le responsable, c'est l'agresseur. Voilà. Ils sont asphyxiés, ils sont totalement... Ils sont asphyxiés. Donc, effectivement, ils revendent du pétrole aux États-Unis. Mais ils avaient arrêté de vendre du pétrole aux États-Unis à cause des sanctions de Trump. Le Venezuela de Chavez et de Maduro a toujours vendu du pétrole aux États-Unis. Dans les règles imposées par la constitution vénézuélienne, c'est-à-dire en association, les multinationales en association avec la compagnie pétrolière nationale PDVSA, dans lequel PDVSA avait la majorité des voix. Mais ce n'est pas le Venezuela qui a refusé à un moment de vendre du pétrole aux États-Unis, c'est Trump qui a tout arrêté. Donc, que le Venezuela recommence à vendre du pétrole aux États-Unis, en soi, ce n'est pas un problème. On revient à la normale. Ce qui est évidemment anormal, c'est que ce sont les États-Unis qui ensuite décident de redistribuer à qui ils veulent. Hein. Par exemple, ils ont annoncé qu'ils allaient revendre du pétrole vénézuélien à l'Inde. Alors ça, c'est malin. C'est un coin dans les BRICS, entre l'Inde et la Chine. Par contre, ils interdisent la vente du pétrole vénézuélien à la Chine. Bon. Alors il y a eu par exemple au sein de la gauche un grand témoin en disant regardez, Delcy Rodriguez elle a trahi, le Venezuela a livré du pétrole à Israël. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Par contre, le pétrole vénézuélien qui est arrivé aux États-Unis a été revendu par des boîtes privées à Israël. Bon. Et c'est les États-Unis qui contrôlent l'argent. C'est pour ça que je parle de protectorat. Hein, c'est-à-dire que l'argent du pétrole est payé aux États-Unis et que c'est eux qui décident de ce qu'ils vont donner au Venezuela. Donc on est un pays qui peut être étranglé demain totalement. Et qu'on ne me dise pas, eh ben ils ont qu'à arrêter de produire du pétrole. Et après, ils vivent de quoi? Il y a des millions de Vénézuéliens, il faut qu'ils vivent. Hein. Donc voilà. Donc on est dans une période compliquée avec, on attend, on fait le dos rond, on négocie. Et puis peut-être qu'avec les élections de mi-terme, Trump va commencer à rabaisser un peu son caca, et peut-être qu'aux États-Unis, la situation va changer. Voilà. Donc on est sur l'Amérique latine dans une situation qui est difficile. Il y a des victoires, il y a des défaites. En ce moment, on est dans une période extrêmement compliquée. Ouais. On va suivre tout ça de près dans les prochains mois. Et on espère pouvoir te recevoir à nouveau pour refaire un point prochainement. Oui, écoutez, avec le point avec plaisir. et bon voyage au Venezuela. Merci, je vais aller voir. Alors je vais précisément, je vais aller voir un petit peu quel est l'état d'esprit aussi bien d'ailleurs des chavistes que de l'opposition de droite, parce qu'il y a quand même un point. Excuse-moi, je repars, hein, mais il y a un point qui est intéressant, c'est que veut faire Trump? Alors ils l'ont annoncé. Et c'est assez cohérent, si je me place dans leur point de vue. C'est stabilisation, amélioration économique et transition. Là, c'est extraordinaire qu'ils annoncent déjà une transition. C'est-à-dire qu'au terme de cette période-là, c'est plus les chavistes qui doivent gouverner. Mais on pourrait imaginer que les chavistes gagnent une élection. Hein. Donc voilà, c'est normalisation, amélioration économique et transition. Bon. Et la question qu'on se pose, c'est oui, mais alors, qu'est-ce qu'ils ont comme carte s'il y a une élection? Alors pour le moment, ils ne parlent pas d'élection. Et il y a eu, lors de ce fameux discours sur l'état de l'Union, un élément extrêmement important, c'est qu'il y a eu un invité vénézuélien. Donc en général, quand il y a un invité vénézuélien, c'est qu'il est adoubé par Trump, enfin par les États-Unis. Il y a quelques années, c'était Guaido. Guaido avait eu droit à une ovation et des républicains et des démocrates. Hein. Guaido, c'est le président autoproclamé, qui a été de 2019 à 2023, président autoproclamé. Il y avait eu une ovation des démocrates et des républicains. Et là, c'est un personnage qui s'appelle Enrique Marquez. Tout le monde attendait María Corina Machado, la leader, la chef de l'opposition, nous disent de Libération au Figaro. Je crois que c'est une rédaction commune en fait sur le Venezuela, entre Libération et le Figaro. C'est pas la chef de l'opposition, María Corina Machado. C'est la chef de l'extrême droite. Pas tout à fait la même chose. Et dans l'opposition vénézuélienne, il n'y a pas que des gens d'extrême droite. Bon. Enrique Marquez, il a été candidat à la présidentielle qui a gagné Nicolas Maduro. Il est l'un des deux candidats qui n'a pas reconnu le résultat, avec le candidat de María Corina Machado, Edmundo González. Il n'a pas reconnu.
Puis après, il a été arrêté. Donc il est aussi, lui, devenu un martyr, Enrique Marquez. Il a fait 1,5% des voix, je crois. Alors il a été arrêté pas parce qu'il a fait 1,5% des voix, mais parce que, alors pour le coup, il était en train de conspirer pour faire prêter serment à Edmundo González dans une ambassade vénézuélienne à l'extérieur, donc en territoire vénézuélien mais à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il était en train de participer à une opération Guaidó bis, un président autoproclamé. Donc il a été arrêté pour ça. Hein, on en a fait. Alors c'était un prisonnier politique, oui. Mais enfin, il y avait un vrai délit. Et puis il y a en ce moment une loi d'amnistie qui est en train d'être mise en place pour la réconciliation nationale, qui n'est pas la première. Il y a déjà eu 2 lois d'amnistie sous Chavez et sous Maduro. Hein. Mais bon, pour le gouvernement vénézuélien, et ce n'est pas une mauvaise chose, il faut essayer de normaliser la situation, de ne pas retomber dans les affrontements. Donc loi d'amnistie, et donc Enrique Marquez a été libéré. Et la première chose qu'il fait, il est invité par Donald Trump au discours sur l'état de l'Union, et d'une certaine manière, il est adoubé, ça sera lui. Alors là, je m'avance un petit peu, mais c'est lui la carte de Washington pour prendre la succession des chavistes, parce que c'est ça, en fait, qui est annoncé. Alors, il y a un émoi, il y a un fort émoi chez tous ceux qui ont appuyé Mère Maria Teresa, Maria Corina Machado, mais en réalité, elle est jugée trop radicale, y compris par les États-Unis. Elle mettrait le Venezuela à feu et à sang. Donc ils trouvent quelqu'un qui est présenté comme un modéré, qui n'est pas vraiment un modéré, mais en même temps, effectivement, qui est plus cool. Et donc c'est lui qu'il va falloir suivre avec beaucoup d'attention dans les mois ou les années qui vont venir. Parce que pour le moment, Trump ne parle pas d'élection, de la démocratie, ça n'a jamais été sa préoccupation principale. Très bien. Voilà. Merci pour toutes ces informations, De rien. Maurice, et à très bientôt. Ciao.